RMC, le grand oral des grandes gueules. Monsieur le député Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Monsieur le député, est-ce que vous continuez de demander la dissolution de l'Assemblée nationale avec le Rassemblement national ou pas ? C'est le minimum. Je pense que lorsque le président de la République avait à ce point mis l'enjeu sur sa personne au moment des élections européennes, après cette crise des Gilets jaunes qui déjà avait quand même fait vaciller largement la confiance que pouvaient avoir les Français, toute relative, en son action, après une défaite pareille aux élections européennes, je pense que si on veut dans une démocratie repasser un contrat de confiance avec les Français pour tout simplement continuer à gouverner et à réformer la France, il faut savoir sur quelle base on le fait. Un contrat de confiance en démocratie, c'est retourner devant les électeurs, leur dire voilà ce que je vous propose pour la suite. Est-ce que vous validez, est-ce que vous validez pas ? Qui souhaitez-vous envoyer à l'Assemblée, qui ne souhaitez-vous pas envoyer ? Donc ce sont des élections législatives anticipées. On n'a jamais dissous l'Assemblée nationale après le résultat des européennes. C'est pas ça la démocratie. C'est pas on vote dès que le résultat ne convient pas tout à fait. D'ailleurs, est-ce que c'est un si mauvais résultat pour Emmanuel Macron ? Une élection intermédiaire, il finit deuxième juste derrière vous à 0,9. Est-ce que vraiment c'est une débâcle ? C'est amusant parce que depuis dimanche, quand on regarde la presse française, on a le sentiment, je lisais même l'excellent Figaro qui quand même a soutenu l'excellent Bellamy pendant tant de temps, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron a gagné cette élection finalement. Ça c'est la presse française. Et dès que vous sortez des frontières qui n'existent plus en France et que vous regardez en Europe la presse étrangère, eh bien là la presse étrangère vous dit la réalité des choses. Emmanuel Macron s'est pris les pieds dans le tapis. Mais ça fait déjà longtemps. Alors vous dites qu'il n'y a pas d'élection législative anticipée, mais ça fait bien longtemps qu'on les demande, parce que pendant la crise des Gilets jaunes, nous on avait dit il faudra une sortie politique à cette crise. C'est pas de la comptabilité, les Gilets jaunes. Si le président de la République a considéré que c'était juste une histoire de comptabilité, que les gens voulaient simplement des subsides et qu'on passait à côté de la crise de l'aménagement du territoire, à côté de la crise de la représentativité, je note qu'au passage, le fameux référendum d'initiative partagée, il a été resserré depuis par le Premier ministre. Eh bien, si le président pensait que c'était ça, il passait à côté de la réalité. Évidemment, il est passé à côté de la réponse qu'attendaient les Gilets jaunes et des millions de Français derrière eux. Et puis là, avec les élections européennes, ils passent encore à côté. Ils font en fait comme si tout allait bien. Il n'y a pas de problème pour eux. Ils continuent. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quasiment une espèce d'arrogance et de façon de dire, après avoir dit qu'ils viennent me chercher aux Français, c'est une façon de dire vous pouvez toujours courir. Non, ils disent, quand on écoute la porte-parole du gouvernement ou des ministres ou le président de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, ils disent on va gouverner avec plus d'humanité et de proximité. Oui, écoutez, non seulement ça se voit pas beaucoup, tout ça c'est du pipeau, c'est de la com. On leur demande pas ni de l'humanité ni de la proximité. D'abord, on leur demande des résultats et du respect. Or, il y a ni l'un ni l'autre. Respecter les Français, arrêter de les insulter du matin au soir, et puis on leur demande des résultats. On leur demande de protéger les Français, protéger notre modèle social, de protéger notre identité. Justement, soyons concrets. Ce matin, on apprend que Whirlpool, alors c'est intéressant parce qu'on se souvient de la passe d'armes entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron lorsqu'ils étaient tous deux candidats sur le site de Whirlpool à Amiens. On apprend que seulement un an après la reprise, le repreneur est en redressement judiciaire. L'industriel local voulait produire des casiers réfrigérés, connectés, des chargeurs de batterie pour vélo, des voitures, mais finalement depuis un an, rien n'est sorti de l'usine. Oui, ça pose question sur la stratégie industrielle de réindustrialisation que ce gouvernement mène. Moi, je comprends pas bien où ils veulent en venir. Ils nous disent, et on le voit aussi avec la General Electric, dont on nous sort aujourd'hui qu'il y aura 1500 emplois qui vont être liquidés 2 jours après les élections européennes. On sait que la vie est faite de pleine de hasards, mais en tout cas, on imagine que tout ça a été largement su bien avant. Mais quelle est la stratégie de réindustrialisation de notre pays que mène ce gouvernement ? Moi, j'ai participé aux négociations. Le carnet de commandes, c'est pas le gouvernement qui le passe. Hein. Non, d'accord, mais enfin, il y a une stratégie derrière. Où on considère qu'on a des outils stratégiques et on les soutient et on met les moyens qu'il faut. Où on considère que simplement ces outils doivent juste s'adapter au libre-échange, à la concurrence déloyale, etc. Parce que Whirlpool, c'est quand même très symbolique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui fabriquent à l'étranger des outils, enfin des machines à laver, etc., qu'ils veulent revendre sur notre propre marché. Voilà pourquoi ils partent, Whirlpool. Donc, où on considère qu'on a des outils stratégiques qui on les protège, ou on considère qu'il faut le laisser faire, et à ce moment-là, on a ce type de résultat. Thibault Langsade. Non, je suis pas tout à fait d'accord, parce que là, en l'occurrence, sur Whirlpool et sur le projet de reconversion, c'est un échec entrepreneurial. Autrement dit, c'est un entrepreneur qui a repris une activité de diversification en reprenant des outils et, en l'occurrence, des salariés, et qui, dans sa conduite entrepreneuriale, n'a pas réussi.
De là à faire un raccourci et de dire que c'est l'État qui est responsable dans son échec industriel, ce n'est pas vrai. Ensuite, qu'est-ce qui fait la réindustrialisation de la France aujourd'hui ? Puisque nous sommes le seul pays européen où nous reconstruisons des usines en France. Ce qui fait, c'est son attractivité, certes pas suffisamment fiscale, mais c'est notre capacité aujourd'hui à produire dans des conditions européennes qui sont à peu près acceptables, malgré, on va dire, une fiscalité qui est très lourde, des prélèvements sociaux qui est très important, et on va dire une flexibilité de l'emploi qui n'est pas de mise. Je pense que c'est ça qui fait l'attractivité d'un pays, et notamment dans une logique industrielle. Si les entrepreneurs français, et un bon nombre sont partis dans des pays comme la Chine ou d'autres contrées, c'est pour justement avoir cette flexibilité-là que nous n'avons plus en France. Et la réindustrialisation passe par ce terreau compétitif. La stratégie industrielle qu'on peut décliner tous les jours, si c'est de l'intervention dans les entreprises, si c'est de fournir le carnet de commandes en lieu et place des clients traditionnels, on fait courir alors un grand risque à notre économie. Ça pose quand même question ce que vous dites, Thibault, parce que la flexibilité, ça fait des années qu'on nous vend ça. Mais en disant qu'il faut être pas. flexible, etc. Il faut finalement que les gens qui ont une capacité de production, qui ont un métier entre les mains, etc., finalement puissent faire 150 km pour aller bosser ailleurs si leur usine décide de fermer, qu'il faut qu'à 55 ans, ils puissent se reformer. On sait que tout ça, ça marche pas. Oui, mais on sait que la réalité sociale d'un pays, d'outils de travail, de formation des gens, de leur vie d'ailleurs, c'est aussi lié à leur enracinement. Donc on peut continuer à dire qu'il faut plus de flexibilité, il faut payer des gens avec des lance-pierres, on peut continuer à dire il faut faire fabriquer des téléphones portables par des gamins de 8 ans au bout du monde pour les vendre à des chômeurs ici. Ça ne marche pas. Oui, mais la situation aujourd'hui va devenir paradoxale. On va avoir un taux de chômage en France de 8% et on va se déclarer quasiment en situation de plein emploi. Et donc, malheureusement... Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas... Parce qu'on ne trouve plus de personnel dans les entreprises. Et donc malgré le chômage. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de mobilité, parce que la formation ne joue pas suffisamment son rôle, parce que les systèmes d'encouragement, et notamment sur l'emploi et sur le logement, ne fonctionnent pas suffisamment. Et donc, on va se retrouver dans une situation totalement paradoxale avec une population de plus de 5 millions de chômeurs. Et on va avoir besoin de manœuvres complémentaires pour pouvoir fournir dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les usines et dans les entreprises de services. Et là, va se poser un vrai problème, parce que si ces personnels ne sont pas là, les entreprises ne quitteront pas le territoire national pour des questions d'attractivité fiscale ou de charges, tout simplement par pénurie de manœuvre. Regardez ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, si les entreprises sont amenées à partir, c'est non pas par la fiscalité, c'est par pénurie de manœuvre. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un certain nombre de dirigeants sur la planète qui protègent leurs industries et qui les protègent pas en disant simplement on va se mettre au niveau. Oui, Donald Trump, il défend les intérêts des Américains, il protège son industrie, mais pas seulement. On peut imaginer que des pays beaucoup plus petits, qui ont des économies qui ne sont pas aussi énormes que les États-Unis, eh bien protègent leur industrie. Je pense à la Suisse, par exemple. Je pense à ces économies-là qui sont pas, parce qu'on nous dit toujours on est trop petit, on n'y arrivera jamais si on est tout seul, etc. Vous avez une foultitude, pour pas dire une majorité, de pays dans ce monde qui protègent leurs industries, qui érigent un certain nombre de barrières douanières pour ne pas se mettre face à une concurrence déloyale, et ça fonctionne. Mais ça a des conséquences sur les prix, sur l'acier notamment. Mais de façon plus concrète, qu'est-ce que vous faites pour les 800 000 emplois non pourvus en France ? Non mais moi je pense... mais c'est un vrai sujet. On a plus de 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Qu'est-ce qu'on fait des 800 000 emplois non pourvus ? Alors c'est là où je pense qu'une politique de formation doit pouvoir effectivement se mesurer. On a bien vu que les régions avaient beaucoup de difficultés avec la formation. On a bien vu qu'il y avait énormément d'argent public qui était gâché dans la formation. C'est là où je pense 37 milliards l'enveloppe de la formation. Il faut tout remettre à plat en ce qui concerne la formation. Moi je le vois avec les générations à venir. Il y a beaucoup de jeunes gens. Moi vous savez, je suis dans un territoire où il y a 30% de chômeurs à Denain. Et je vois qu'il y a toute une jeunesse qui a envie de travailler. Mais ils n'ont pas de formation au point de pouvoir se transporter, avoir le permis de conduire. Enfin, je veux dire, la formation, ce sont les formations d'ailleurs, la capacité à arriver à l'heure au boulot, etc., etc. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des enjeux d'avenir sur lesquels il faut mettre le paquet. J'ai pas vu ça dans la fameuse réforme de formation professionnelle. Mais justement, du gouvernement. vous avez fait campagne, vous, le Rassemblement national, pour les élections européennes, en parlant de localisme, de relocalisation. C'est ce que vous allez essayer de faire en Europe, en nouant au Parlement, en nouant des alliances, mais avec économiquement, quelles conséquences ? Quel est le projet, justement, en ce qui concerne cette relocalisation et ces alliances, vous les nouez vous allez les voir, parce qu'au moment où nous parlons, il y a un certain nombre de discussions qui sont au Parlement européen et qui concernent justement ces alliances. Et je ne voudrais pas trop en dévoiler, parce que je pense que tout ça avance bien et avance dans le bon sens. Donc vous allez voir assez rapidement... Parce que vous n'êtes pas tous d'accord, les groupes oui, mais vous allez voir assez européen. Rapidement que les choses avancent et avec peut-être quelque chose... Donc vous arriverez à constituer un vrai gros bloc d'alliances souverainistes, nationalistes au Parlement européen. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de tout à fait positif qui est en train de se dessiner. Avec qui ?
Vous allez le voir, je viens de vous dire, je ne vais pas vous le révéler, mais parce que les discussions sont en cours, mais je pense qu'elles sont en train d'avancer très sérieusement. Parce que par exemple, Matteo Salvini, qui sort à 34%, est quand même l'homme qui signe les accords avec la Chine. Donc c'est pas très sur votre ligne souverainiste. Il a signé avec les Chinois les routes de la soie, avec les grands ports italiens, les voies ferrées italiennes. Matteo Salvini défend les intérêts des Italiens. Nous défendons les intérêts des Français. C'est ce qui fait d'ailleurs le fait que nous nous entendions tous et que nous défendons les intérêts de nos nations. Oui, mais ce sera la limite aussi de l'entente entre nationalistes, parce que si chacun défend ses propres intérêts, je vois pas bien comment vous pouvez organiser des coopérations avec des gens qui défendent leurs intérêts. J'allais terminer ma phrase, mais vous. Mais la défense de nos intérêts va de pair avec des coopérations choisies et libres. Et c'est comme ça qu'on conçoit en fait l'Europe de demain. Des nations qui défendent leurs intérêts nationaux et qui choisissent ensemble des coopérations. Mais vous savez, ça existait auparavant. On nous a assez dit qu'effectivement la coopération entre la France et l'Allemagne avait donné des résultats très concrets comme Airbus. Et c'était pas l'Union européenne qui avait derrière, c'était des nations libres qui avaient choisi de travailler ensemble sur des objectifs très précis. Donc ça, je pense que c'est le chemin à suivre, des nations qui défendent leurs intérêts nationaux et qui travaillent en coopération libre. Comment ça peut fonctionner si chacun remet des barrières douanières? Les produits vont coûter plus cher. Mais ça fonctionne, regardez, ça fonctionne sur toute la planète. Ça crée même des géants. Il y a des gens qui, en protégeant leurs économies, sont devenus des géants industriels dans un certain nombre de domaines. Les barrières douanières autour de l'Europe, ça j'ai bien compris, mais les barrières douanières entre pays. Mais c'est pareil. C'est pareil. Vous avez la même chose. Vous avez des barrières douanières entre pays. Je vous ai d'ailleurs cité la Suisse, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, parce que la Suisse a une économie à part. La Suisse est un pays petit géographiquement, mais extrêmement vigoureux économiquement. La Suisse a des frontières, elles sont d'ailleurs physiques, économiques. Non mais je vous donne cet exemple parce qu'elle est au cœur de l'Europe et ça fonctionne bien. Donc je vois pas vraiment quel est le problème. En fait, on est en train de faire passer, mais comme ça a été l'enjeu des élections européennes, de faire passer l'idée aux gens que quand vous défendez votre intérêt national, vous êtes automatiquement isolé. Or c'est faux. Vous défendez votre intérêt national, vous n'êtes pas isolé, vous êtes un partenaire des autres. Aucune entreprise française demande des barrières douanières entre la France et l'Espagne, par exemple. Si, je pense qu'il y a des entreprises qui aimeraient qu'il y ait des barrières douanières sur un certain nombre d'importations de produits. Vous citez une entreprise française qui demande des barrières douanières. Vous parlez des agriculteurs, par exemple. Il y a des concurrences qui sont absolument déloyales, notamment, par exemple, sur la production du glyphosate, ou en tout cas des produits dérivés du glyphosate. On le voit bien, il y a des produits dérivés du glyphosate qui inondent notre territoire. Ils pourraient quand même, s'ils étaient nettement plus chers, eh bien je pense qu'il y avait des barrières douanières beaucoup plus fortes concernant ces produits-là, avoir plus de mal à inonder notre territoire. Donc nous, on aurait plus de mal aussi à vendre des produits à l'extérieur. Mais on a un déficit extérieur qui est quand même très fort de plus de 60 milliards. Par conséquent, mais vous savez à quoi il est dû. Mais le raisonnement ne tient pas. Non, mais si, vous savez à quoi il est dû. Plus de produits qui, mais il est dû au pétrole en particulier. Il est dû au pétrole, notre déficit commercial extérieur. Il est dû très majoritairement à ça, parce qu'on n'en produit pas. Donc vous savez bien que c'est surtout ça. Oui, moi je voudrais revenir, Sébastien Chenu, sur le résultat des élections européennes et sur votre exigence de voir la dissolution de l'Assemblée. Bon, certes, vous avez rempli votre contrat, vous êtes arrivé en premier, et Macron a perdu son pari, il est arrivé en second. Mais cela étant, quand on regarde les chiffres et qu'on s'essaye à l'honnêteté intellectuelle, je dois reconnaître, sans m'en réjouir particulièrement, que j'étais très étonné et du score du parti macronien et du score des Républicains. Puisque voilà un président impopulaire. Voilà une candidate Loiseau calamiteuse, c'est vrai. Et moi, le premier, j'étais étonné quand même que ce ne soit pas la Bérésina. Et de la même manière, j'étais étonné de l'étiage. Oui, bah oui. Déçu. Je vous avoue que j'ai pas dansé de joie en voyant le score de Bellamy. Mais là, je mets à la place du Rassemblement national. Je comprends parfaitement, et c'est de bonne guerre, de voir comment les Républicains ont été terrassés. Mais quand même, Sébastien Chenu. Sébastien Chenu, vous venez de cette famille politique. Hein, ça commence à dater. C'est important de le rappeler. Non, mais d'accord. J'étais pas républicain, j'étais à l'UMP. Voilà, non, mais est-ce qu'il n'eût mieux pas valu avoir malgré tout, dans la perspective des présidentielles et notamment du second tour, des Républicains un peu plus gaillards et un Macron un peu plus faiblard?
Alors, deux choses, maître. La première, nous faisons 550 000 voix de plus qu'aux dernières européennes, le Rassemblement national. Donc, nous agrégeons à nous plus d'électeurs que nous n'en avons jamais eu à ce type d'élection. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'au présidentiel, on a battu nos records en nombre de voix. Aux législatives, on n'a jamais fait autant de voix non plus. Aux européennes, on n'a jamais fait autant de voix. À chaque fois, on compare avec l'élection précédente. On fait toujours plus de voix qu'à l'élection précédente. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'électeurs, de Français, qui nous font confiance. Sur le score des Républicains, en fait, tout ça n'est pas très étonnant, moi je crois. D'abord, vous savez, c'est un peu comme en psychanalyse. Pour reconstruire, il faut d'abord déconstruire. La déconstruction de ce qui était les équilibres gauche-droite d'hier, dans tous les cas le schéma politique, la gauche contre la droite dans notre pays hier, eh bien la déconstruction n'était pas achevée avec la présidentielle. Elle était sérieusement entamée. Nous, on l'avait théorisé, Marine Le Pen l'avait théorisé il y a bien longtemps. La gauche et la droite ne sont plus les axes structurants de la politique française. Ce sont les partisans de la nation contre les partisans du libre-échange. Et vous avez dans les deux grandes nouvelles familles politiques des gens qui viennent de la gauche et de la droite, des deux côtés. Et donc je pense que c'est l'étape supplémentaire, cette élection européenne. C'est l'étape de la clarification. Les partis de gouvernement, que soit le PS ou les Républicains, ils sont en jeu de miroir. Ils ont été aux affaires. Ils ont mené peu ou prou en fait les mêmes politiques avec la même absence totale de résultats. Et je ne parle même pas du Parti communiste qui disparaît du Parlement européen pour la première fois d'ailleurs depuis, je crois, 78. Il n'y aura plus de députés communistes au Parlement européen. Tous ces vieux partis qui ont été aux affaires. Le Parti communiste, il a collaboré à des gouvernements de gauche en France dernièrement. Eh bien, ils disparaissent, ils s'écroulent parce que leur politique n'ont pas été au niveau des attentes. Ils ont trahi leurs électeurs, ils les ont déçus, ils leur ont même craché au visage bien souvent, ils se sont même foutus d'eux bon nombre de fois. Donc aujourd'hui, on est à la fin de tout ça. Et je pense que la candidature de M. Bellamy, elle a rétréci la droite sur la droite patrimoniale, une droite qui effectivement pèse entre 5 et 8%, oui, qui s'intéresse au montant des impôts qu'elle paye, et puis un peu, et puis à son nombril uniquement. J'étais pas à vous demander votre explication profonde sur les résultats. J'étais de manière beaucoup plus prosaïque à vous demander si malgré tout, et par rapport à votre exigence de dissolution, le résultat en question, il n'aurait pas été meilleur dans les circonstances que je vous montrais moi, parce que malgré tout, la triangulation espérée par le président de la République en place, et qui repose nécessairement encore sur ce qui vous reste de diabolisation, est-ce qu'elle ne risque pas de fonctionner dans peu de temps? Je crois que maintenant on a pris le leadership de ce qu'est l'opposition. 2 ans après, il y a des élections, les Français nous font confiance pour mener l'opposition. Vous savez, on a quand même dû se fader pendant 1 an et demi le fait que soit la France insoumise, soi-disant le meilleur opposant à Macron. Dieu sait si je l'ai entendu. On a dû se fader qu'on était mort, enterré, Marine Le Pen ne relèverait jamais la tête. Bon, c'est quand même le retour gagnant. Il a fallu tenir. On est 7 députés à l'Assemblée nationale. Aucun moyen. Oui, c'était pareil pour Emmanuel Macron. Il y a 5 mois, on disait la République vacille, le président ne va pas pouvoir continuer. Je vous donne le nombre de une qu'a fait Emmanuel Macron. Nous, on a fait 0 une. Non, mais 0 une pendant les élections européennes. Non, mais là, je parle de la crise des Gilets jaunes. On part pas exactement avec les mêmes soutiens, voyez-vous. Non, mais je parle, ne serait-ce de la crise des Gilets jaunes, reconnaissez qu'à un moment, tout le monde s'est interrogé sur la capacité du pouvoir, de l'exécutif, à rebondir. Et on ne prévoyait pas quand même un bon score quand même pour la République en marche. Je pense que le président de la République, il a remobilisé les siens façon vote utile, comme nous avons mobilisé autour de notre candidature, sur son socle, de Jordan Bardella, le vote utile d'opposition à Emmanuel Macron. Et ce vote utile chez nous, il arrive de la droite des Républicains, il arrive de la gauche de la France insoumise. Le coup d'après, c'est le problème du Rassemblement national. Là, c'est un scrutin, un tour proportionnel. Donc vous arrivez en tête, vous avez le plus grand nombre de députés, même si En Marche aussi on a autant. Mais le problème, c'est que dans un scrutin majoritaire, à 2 tours, il faut aussi des alliances. Si un jour vous voulez le pouvoir, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir le pouvoir seul. Est-ce que la stratégie maintenant de Marine Le Pen, c'est de nouer des alliances pour prendre le pouvoir? Alors moi, je ne crois pas du tout à ça. D'abord parce que cette histoire de second tour sans alliance, on a déjà démontré qu'on pouvait les franchir. Moi, quand j'ai été élu député, quand Marine Le Pen a été élu député, on a bien été élu député contre tous les autres. Oui, mais il y a très peu de députés. Non mais d'accord. Mais enfin avant, il n'y en avait pas du tout. On nous disait vous n'y arriverez jamais. On y arrive. Et si on l'a fait, je peux vous dire que si on l'a fait dans cette circonscription, quand le vent est bon, notamment avec une élection présidentielle, on est capable de le faire dans une majorité de circonscriptions.
Je note aussi que le vote Rassemblement national, quand on regarde la carte, il est, j'allais dire, handicapé par l'abstention. Là où il y a le plus d'abstention, c'est les coins où on vote le plus Rassemblement national, parce que souvent, l'électorat populaire vote moins. Donc ça veut dire qu'on a encore des marges de progression. On a forcément encore des marges de progression. Quand vous superposez les cartes... Seul, par exemple, vous pouvez gagner de grandes villes au municipal. Mais il ne s'agit pas d'être seul. On peut. Moi, je suis contre les histoires d'alliances, de boutiques, de chapelles, de magouilles entre partis. Passe-moi le sel, je te donnerai, etc. D'accord, mais moi, je pense que ça fonctionne pas. Je pense qu'en revanche, s'ouvrir, parler le plus largement possible. Avoir des gens comme Andrea Cotara, qui est un élu de la France Insoumise, qui nous rejoint, tout comme avoir Thierry Mariani, un ancien ministre sarkozyste qui nous rejoint. Il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres des deux côtés qui nous rejoindront. Mais c'est pas que je pense, c'est que je le sais. Ah. Bien sûr. Il y aura des gens des deux côtés, de droite et de gauche, qui à certains moments, notamment pour les municipales, vont nous rejoindre. Moi, je vous le dis, ne serait-ce que chez moi, dans le Nord. Donc, bien sûr que... Et pas à des niveaux de figuration. Oui, bien sûr qu'il y a des gens et de gauche et de droite qui vont nous rejoindre sur exactement le schéma que je vous disais, qui dépasse la vieille gauche, la vieille droite. Vous le savez parce qu'il y a des négociations qui sont déjà en cours? Non, je sais parce que des gens de familles politiques qui aujourd'hui sont en réalité mortes sont venus nous dire qu'ils votaient déjà pour nous depuis un certain temps et qu'ils avaient décidé de participer à cette aventure du rassemblement. Pourquoi on s'appelle le rassemblement? Parce que nous, on veut rassembler tous les Français d'où qu'ils viennent. Emmanuel Macron, de son côté, il a fait grosso modo pareil. Il a rassemblé des socialistes et des gens de droite et il a une offre politique qui est grosso modo le libéralisme et l'Europe. Nous, c'est la nation, l'identité, la protection du modèle social. Bon, et ben voilà, je pense que ces deux familles sont en train de se structurer. Quand on superpose les cartes électorales, on voit quelque chose qui est incroyable. Notamment, par exemple, en Île-de-France, je regardais les revenus. La carte des revenus et la carte du vote. Plus les gens sont friqués, plus ils ont voté pour Emmanuel Macron. Grosso modo, c'est ça. Plus les gens sont dans les difficultés, plus ils ont lancé non seulement un cri d'alarme, mais aussi d'espoir en votant pour nous. Plus les gens habitent près d'une gare, plus ils votent Macron. Plus les gens habitent loin d'une gare, mais vous croyez que c'est le fait du hasard? Vous croyez que les classes populaires, elles votent Marine Le Pen parce que ça va pas comme ça? Mais bien sûr, et ça s'accentue. Mais pourquoi? Parce que les politiques qui sont menées depuis 30 ans amènent, et il faudra d'ailleurs en tirer les conséquences aux élections municipales en termes de programmes et de propositions politiques, amènent des métropoles et des villes à être gavées de fric, de moyens, d'accès à la culture, à la santé, au transport. Et de l'autre côté, moi je le vois dans le département du Nord. Quand je suis à Lille, c'est une ville où il y a tout. Vous avez accès à la culture, au sport, à la santé, au transport, c'est très bien desservi. C'est une ville qui, franchement, fonctionne. Et puis vous allez à 40 km dans ma circonscription et vous avez du mal à vous transporter. On vous dit qu'on va vous fermer les gares. On vous dit que l'hôpital de Denain, en ce moment, moi je me pose des questions parce que je sais le gouvernement est en train de le désosser. Ces villes-là, il va bien falloir un moment qu'on redresse la situation. Et il va falloir faire casquer les métropoles qui ont la mondialisation heureuse. Elles vont devoir casquer pour toutes les villes parce que sinon c'est les Français qui vont terminer en se mettant sur le visage les uns des autres. Vous serez candidat à Denain? Moi, je suis député, donc je ne peux pas cumuler un siège de député et un siège de maire. Est-ce que vous ferez un choix éventuellement au moment des municipales? En tout cas, j'aurai un rôle à Denain, ou en soutien d'une liste, ou dans une liste, j'aurai forcément un rôle, ou d'ailleurs ça peut être dans une autre commune de la circonscription, puisque les 3 villes de plus de 10 000 habitants, on a réalisé entre 43 et 48% des voix. Je pense que vous avez dit quelque chose d'important juste avant, parce que ce que je regrette depuis la fin des européennes, là, c'est dans l'interprétation de tous les partis, ils sont en train de dire... Oui, voilà, le Rassemblement national arrive premier, c'est un vote utile, alors que pour moi, il y a un vote d'adhésion et il y a un vote qui dit quelque chose, qui dit pas simplement le rejet de Macron, mais il y a cette France des oubliés, toute une France qui est là et qui dit pensez à nous. Et justement, on a pu voir que les familles monoparentales, les mères seules, avaient voté pour le Rassemblement national. Et j'ai une question. Comme dans les prisons. Dans les prisons aussi. Oui. Il y a la question des pensions alimentaires non payées, qui est en train de s'inviter dans le débat, notamment Marlène Schiappa prend le sujet en main. Qu'est-ce que le Rassemblement national propose à ce sujet? Il y a à peu près, un peu moins de la moitié des pensions alimentaires qui sont non payées. Et là, le système est toujours défaillant. Qu'est-ce que vous proposez? D'ailleurs, je pense que c'est un vrai sujet. Moi, je ne sous-estime pas du tout parce que j'y suis confronté. Je pense qu'il y a 2 axes, à mon avis, sur lesquels on peut peut-être travailler. Bon, d'abord, il y a la nécessité de faire appliquer des décisions de justice. On voit bien qu'il y a des pensions qui parfois, des décisions
décisions pension alimentaire qui ont été décidées par des juges et qui ne sont pas appliquées. Et on a le père qui finalement continue de vivre et ne paye pas et puis il ne se passe rien. Donc il y a côté de la justice, un axe. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a des garants peut-être du côté des villes ou de l'État sur lesquels il faudrait se pencher, voir de quelle façon l'État ou les communes pourraient venir garantir, venir se substituer, ou les communes en tout cas, ou les collectivités. Je pense que là, il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai pas une réponse aujourd'hui tout à fait structurée, mais sur le débat qu'ouvre Marlène Schiappa, on sera partie preneur parce que c'est un sujet éminemment important. Et sur le et on fera des propositions. Et pour les prisons, justement, comme soulignait Gilles William, vous êtes arrivé en tête dans les votes. Déjà, comment vous interprétez ce vote-là? Quelle est votre analyse? Et quelle est la politique du Rassemblement national? Sur les prisons, on a parlé, il y a des prisons qui sont à 200% de surpopulation. Oui. Quelle est votre vision? D'abord, je pense que on focalise sur ce vote des prisons, c'est sur un très petit nombre d'électeurs, je pense. Hein. On est sur, c'est très très marginal quand même. Ça n'a pas influencé le vote de l'élection européenne. Non, mais c'est intéressant. C'est la première fois qu'on avait un chiffre. Je pense que les prisonniers sont les premiers confrontés à la radicalisation en prison. Sont les premiers confrontés à ça. Moi, j'ai visité 2 prisons. J'ai visité Valenciennes et Maubeuge. Non seulement le personnel pénitentiaire à qui je tire mon chapeau de bosser dans des conditions pareilles. Franchement, je leur tire mon chapeau. Mais les prisonniers sont les premiers confrontés à la radicalisation. Et la radicalisation en prison, moi, il y avait un type à Maubeuge qui faisait signer une pétition pour qu'il y ait le halal dans le repas des prisonniers. Donc, si vous voulez, même ça, même dans la prison, on revit en fait ce qu'on vit à l'extérieur dans la société. Eh bien, je pense que ça produit les mêmes résultats. Sur la politique que nous proposons la création de multiples places de prison dans notre pays parce que justement, la surpopulation nécessite de créer des places de prison. La proposition qui a été faite par le gouvernement est très en deçà de ce qu'il conviendrait pour pouvoir éviter cette surpopulation carcérale avec toutes les difficultés qui en naissent, que ce soit en termes de sécurité, en termes de santé et en termes de mise en danger des personnels, évidemment. Puisque vous parlez de radicalisation, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a assuré que la France faisait ce qu'il fallait pour éviter la peine de mort de 4 djihadistes français actuellement en Irak. Qu'est-ce que vous répondez au ministre des Affaires étrangères? Moi, je pense que lorsque on est un djihadiste, qu'on part en Irak et que finalement on est pris dans les mains de la justice irakienne, eh bien, on doit rendre des comptes sur le territoire dans lequel on est, dans lequel on a commis un certain nombre de méfaits. Donc, ils vont rendre des comptes à la justice de ce pays. La justice de ce pays n'est pas la même que la nôtre. Tant pis. Pas de pitié pour les condamnés à mort. Pas de rapatriement. Rien à foutre. C'est votre expression. Voilà, j'en ai rien à foutre. Merci Sébastien Chenu d'être passé par le grand oral DGG. Merci, bonne journée. Dans un instant, justement, on va reparler de cette question des djihadistes dans le GG et vous. C'est parti. Salut. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Et on va reparler justement de la question des djihadistes. C'est Serge qui est avec nous. Bonjour, je vous en prie, rejoignez-nous. Bonjour. Bonjour, Serge. Alors, on va réécouter Thibault Langsade, puisque c'est avec lui que vous voulez discuter, à propos des djihadistes français. D'abord l'extrait vidéo et ensuite la discussion. Ce sont des ressortissants français, ils ne sont pas déchus de leur nationalité et par conséquent nous devons récupérer ces ressortissants ou en tout cas faire en sorte qu'ils ne soient pas exécutés au regard de notre droit et de notre constitution. Donc je pense que c'est un point qui est important. C'est un principe auquel il ne faut pas transiger. Le jour où on aura un étudiant de 25 ans qui sera arrêté à Singapour avec une barrette de shit et qui sera condamné à mort, là évidemment, deux poids deux mesures, on sera totalement mobilisé. Mais en l'occurrence, on doit traiter tous nos ressortissants que c'est ainsi de la même manière. Alors Serge, je vous en prie, faites. Thibault vous écoute. Bonjour. Si vous permettez, j'aimerais d'abord dire 2 mots au sujet de l'intervention de M. Chenu sur un point précis. Il a parlé 2 fois de la Suisse. Oui, vous êtes président suisse. Voilà, c'est ça. Suisse. Et résident suisse. Et il a parlé 2 fois de la Suisse, les petits pays et leur force à pouvoir résister aux grands pays. Je voudrais simplement signaler que la Suisse, le Conseil fédéral a ordonné, il y a quelques années à la plus grande banque suisse, Union de banques suisses, de donner les noms de dizaines de milliers de citoyens américains qui avaient leur compte en Suisse. Donc la faculté des petits pays de résister aux grands pays me paraît tout à fait surfaite. En ce qui concerne M. Langsade... Parlez bien dans le micro, monsieur. Pardonnez-moi, je voulais me tourner vers M. Langsade, pardonnez-moi. Vous avez exprimé un certain nombre d'idées pour lesquelles je voudrais faire les commentaires suivants. Étonnamment, aussi bien vous, dans le domaine des djihadistes, que M. Goldnadel, au sujet des poulets, avait employé un mot tout à fait impropre. Vous avez dit exécution. Exécution
ordonné par monsieur le président Hollande. Et le mot vous a échappé lorsque vous avez parlé de l'abattage des poulets. Vous avez parlé également d'exécution. Oui. L'exécution, c'est une mesure qui est la conséquence d'une décision de justice. Or, la décision de M. Hollande de faire abattre des djihadistes et la décision d'abattre des poulets n'est pas la conséquence d'une décision de justice. En ce qui concerne votre idée de l'abolition de la peine de mort et le fait que l'on doive transférer les citoyens français qui sont en Irak, qui ont été condamnés, les faire transférer en France. Premièrement, vous avez parlé de la déchéance de nationalité. Oui. En droit international, on n'a pas le droit de déchoir de nationalité quelqu'un qui ne possède qu'une nationalité. Vous n'avez pas évoqué le fait que certains de ces djihadistes pourraient peut-être être des doubles nationaux. Dans ce cas, la France devrait impérativement, moralement, déchoir de leur nationalité des gens qui ont parlé de brûler leur passeport et qui ont agi. Il y a eu un débat en France. Hein, voilà, et non, mais qui sont des traîtres à leur patrie. Bon. Après que François Hollande se soit engagé à les déchoir de rétropédale. Et nous connaissons maintenant, grâce à M. Golnadel, la signification du mot engagé. Voilà. Alors, en ce qui concerne les djihadistes, donc, admettons qu'ils soient français. Alors, premièrement, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les États-Unis ont imposé au monde entier une loi qui veut être une loi universelle et qu'ils ont condamné une banque française, par exemple, à payer 10 milliards d'euros parce qu'ils veulent que leur loi soit une loi universelle? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Iran qui veut faire que la charia devienne une loi universelle? Je ne voudrais pas vous paraître pédant, mais le philosophe Emmanuel Kant avait 3 principes, et l'un de ces 3 principes était « agis de telle sorte que ta loi soit érigée en loi universelle ». Si un citoyen français conduit sa voiture en Angleterre, et qu'il conduit à droite au lieu de la conduire à gauche, et qu'il est condamné, M. Langzat va exiger que ce citoyen soit rapatrié en France, et que la décision de la justice britannique ne soit pas exécutée. Serge, réponse de Thibault Langsat. J'en ai terminé. C'est très large parce que on compare des choses qui, à mon sens, ne sont pas comparables. Et l'hégémonie américaine qui impose ses lois dans une logique de guerre économique nous écarte très très loin de ce qu'il se passe sur le djihadisme en France et à l'étranger. Donc on est, oui, sur une guerre économique et de façon tout à fait objectivée et dans une stratégie bien déterminée. Ils nous imposent leurs lois, ils nous imposent leurs normes et évidemment ils interagissent pour pouvoir faire en sorte que les entreprises puissent plus échanger de façon normalement. Mais ça, il faut le condamner et je pense que c'est le prix d'une Europe forte qui saura porter le joug contre l'hégémonie américaine ou chinoise et c'est la raison pour laquelle une Europe davantage fédérale avec un marché protégé nous permettra de le faire. Après, moi, je reviens nous nous écartons du sujet. Mais, oui, mais vous m'avez emmené là-dessus. Après, moi, je reviens sur ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Je m'efforce d'être constant dans mes propres convictions, dans les convictions que j'essaye de porter. Je suis contre la peine de mort. Je pense que ça a été un progrès et je pense que nous devons maintenir cela et j'essaye d'avoir une forme de cohérence. Et il est évident que la simplicité qui consiste à dire après tout c'est en Irak et faites-en bon usage et voire même débarrassons-nous, je l'entends. Probablement, je suis assez fragile sur ce sujet-là. Il est évident que si mes enfants, ma femme, mes proches auraient subi le même sort, probablement mon avis évoluerait. Mais j'essaye d'être fidèle avec mes convictions et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais nous avons un certain nombre de principes. Et si ces principes commencent à vaciller, alors c'est effectivement le début de la fin de quelque chose. Et je pense que là-dessus, il faut rester cohérent. Merci Serge d'avoir interpellé Thibault, il vous a répondu. Suite du GG, vous dans un instant en direct sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.